On l'attendait, la nouvelle est donc tombée tel un couperet vendredi 2 février après une réunion de concertation entre le gouvernement, certains membres du gouvernement et les acteurs de la société civile, syndicats, étaient aussi présents. Il faut dire que depuis le discours du chef de l'État du 31 décembre 2023, les Camerounais s'attendaient à une hausse des prix des produits pétroliers au Cameroun. Seulement, ces derniers ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Ils ont donc su et ont eu la nouvelle ce vendredi 2 février 2024. Ils étaient nombreux ceux-là qui, il faut dire, disent qu'ils attendaient effectivement cette nouvelle hausse du prix du carburant au Cameroun. D'autres encore étaient étonnés, bien évidemment, de la rapidité et surtout de la non-concertation des acteurs civils camerounais qui, il faut le dire, n'ont eu qu'une seule journée pour pouvoir échanger avec les membres du gouvernement, dit la société civile. Seulement aujourd'hui, on est là. Dans ces nouveaux prix, eh bien oui, tout le monde est déjà accommodé, que ce soit ceux des transports urbains, interurbains qui ont décidé de manière unilatérale de hausser le prix des transports urbains, interurbains. Il faut dire que ceux-là ont été rappelés par le ministre du Commerce ou encore d'autres. Ceux-là, les commerçants au marché qui depuis pratiquent bien évidemment des prix un peu plus hauts. Comment s'en sortir véritablement face, bien évidemment, à cette inflation qui n'est que grandissante au Cameroun? Et quelles sont les mesures que le gouvernement a pu proposer? Sont-elles acceptables? Et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour, bien évidemment, donner un zeste du bien-être aux Camerounais? C'est ce dont que nous allons nous appesantir ce soir dans cette édition de Face à vous, nous questionner sur, bien évidemment, l'efficacité de ces différentes mesures prises par le gouvernement. Quand je parle de différentes, il faut déjà dire que le gouvernement a décidé donc de cette hausse du salaire des fonctionnaires camerounais à hauteur de 5,2% et d'autres mesures qui vont encore arriver dans les prochains jours parce qu'on se souvient, le chef de l'État l'avait bien dit le 31 décembre 2023, cette dynamique bien évidemment de hausse des prix de produits pétroliers sera accompagnée des mesures qui vont faire en sorte que les Camerounais se sentent pas très mal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à vous. Je vous présente ceux qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir, juste après le générique. Il est déjà presque un habitué de lui, puisque c'est sa deuxième, troisième fois qu'il se retrouve avec nous. Marcel Tadieu du Social Democratic Front, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Jean-Marie. Et c'est la deuxième pour cette année 2024. C'est un honneur pour moi de représenter le Social Democratic Front sur votre plateau. Bonsoir à la grande famille des sociodémocrates d'ici et d'ailleurs. Bonsoir aux compatriotes, co-panélistes de ce soir. Bonsoir à vos téléspectateurs. Nous allons aussi dire bonsoir à Charles Élison. Lui, il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, communicant de l'homme-lion devant Dieu et même les hommes. Bonsoir, Charles Élison. Bonsoir, M. Nambélé. Bonsoir, co-intervenant. J'ai voulu faire court, c'est pour cela que j'ai la casquette de conseiller, grand conseiller, que tout le monde vous connaît déjà. Je n'ai pas voulu aller un peu plus loin que ça. C'est un plaisir renouvelé pour le RDPC d'être présent à cette grande tribune d'échange. Comme c'est la première de l'année, je profite par ma modeste personne et le parti qui m'envoie planter mes vœux les meilleurs à toute la population camerounaise et qu'elle comprenne que les mesures prises dans l'augmentation du carburant sont des mesures salutaires pour le Cameroun. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. Charles Élison, le dernier n'est pas le moindre, lui représente la société civile sur ce plateau. C'est le président de la Fondation camerounaise des consommateurs qui a même déjà aussi débuté dans le journal La Voix des consommateurs. Apparaît que demain matin déjà à mettre en exergue cette vie qui va devenir de plus en plus chère. Bonsoir Alphonse Aïssi Abena. Voilà, bonsoir Nambélé, bonsoir à vos nombreux auditeurs, bonsoir aux panélistes en studio. Vous savez, c'est difficile de venir ici parler de la souffrance que vivent de nombreux Camerounais, mais comme nous avons emboîté et pris le chapeau de défendre les consommateurs,
c'est un devoir d'être là et de porter leur voix, surtout que ces consommateurs vivent des moments très difficiles et n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est véritablement catastrophique depuis le 3 février 2024. Charles Élison, je vais débuter par vous et peut-être vous poser cette question-là. Est-ce qu'on avait véritablement besoin, une fois de plus, de mettre les Camerounais dans les conditions dans lesquelles ils se sentent depuis le 3 février exactement 2024, comme le disait Alphonse Aïssi Abena tout à l'heure? Monsieur Alphonse Aïssi Abena est président de la fondation qui camerounaise des consommateurs. Il faut le comprendre. Donc, il est dans son rôle. Même comme je souhaite qu'au cours de cette émission, qu'on aille au-delà des passions politiques, qu'on soit plus pragmatique et qu'on soit réel dans la volonté d'instruire ceux des Camerounais qui perdront, il faut que je le dise, le temps ce soir pour nous écouter. Ne rentrons pas dans les Paul Biya, Beau, Kamto a fait ci, Ochi a fait cela. Rentrons dans les nécessités de cet ajustement structurel. Est-ce que l'État du Cameroun avait-il besoin de faire encore augmenter les prix, moi il y a sa place, augmenter les prix des hydrocarbures? Est-ce qu'on pouvait faire autre chose? Telle est la question. Moi j'apporte la réponse selon laquelle oui, on ne pouvait pas faire mieux que ça. Pourquoi? Il faudrait que j'en aborde dans l'histoire, monsieur Nambélé. Allons-y. Vous savez que le Cameroun est un pays qui sort péniblement de la colonisation et qui hérite des programmes d'ajustement structurel signés avec les bailleurs de fonds. Et lorsque le pays devient indépendant, entre guillemets, et qu'il faille que ces pays en question mettent en place des organismes de structure, d'élaboration, infrastructure de son pays, il fallait donc à ce moment-là rembourser les crédits aux créanciers qui sont la Banque mondiale, le FMI et tous les autres. La première conclusion qui tombe lorsque ces bailleurs de fonds demandent à être remboursés, c'est en ce moment-là, les caisses étant vides, c'est la privatisation. Ça veut dire que les États africains doivent plus ou moins libérer le capital qu'ils ont pour les entreprises privées. Et avec un bail amphithéotique signé entre les deux, l'argent récupéré par les bailleurs de fonds à travers leurs entreprises choisies permettra d'alléger la dette. Quand on a fini ce volet-là, il faut remercier les pays africains, surtout le Cameroun. Vous avez remarqué qu'en ayant privatisé ces entreprises, on revient dans les années 2000 à la renationalisation de nos entreprises. La SINEC, qui est devenue CDE Cameroun, redevient Cameroun 100% camerounais. Vous avez Sonel, qui est passé un temps à Néo et tout, est en train d'être racheté par l'État du Cameroun. Vous avez la Sonatrel, entreprise de distribution d'électricité, qui est purement camerounaise. Vous avez la SNH, qui, à sa création, avait connu la guerre des Français et aujourd'hui purement camerounais. Vous avez la Sonamine, qui est aujourd'hui une entreprise purement camerounaise. Vous remarquerez que Paul Biya a réussi l'exploit de faire en sorte que les deux principales entreprises publiques qui gèrent les deux sous-secteurs les plus prisés dans le monde, les mines, Sonamine et les hydrocarbures, la SNH, sont purement camerounais. Et à l'époque, lorsqu'on construit la Sonara, là j'en ai le sujet, la Sonara est une entreprise construite à l'époque par les Français, presque pratiquement du groupe Total, qui, dans la prise de capital, avait une grosse part et s'était arrangé subtilement à faire en sorte que cette Sonara ne puisse pas craquer, ne puisse pas distiller, ne puisse pas raffiner notre pétrole à nous, qui est très lourd. Parce que le but était de faire venir le pétrole du Gabon à côté et un peu du Nigeria dans le golfe de Guinée pour que le Cameroun puisse le raffiner. Lorsqu'on se rend donc compte que le Cameroun, à ce moment-ci, a son pétrole à lui, qui ne peut pas raffiner par ses propres hydrocarbures, ça pose un premier problème. 2019, la Sonara brûle. Comprenez le truc. Entre-temps, il faut faire face à la crise internationale des années 80-2000. Il faut faire face aux défis sécuritaires. Il faut faire face à la montée en puissance de l'automatisation internationale du marché des changes, parce que le Cameroun doit continuer à vivre selon son rythme, en construisant les infrastructures, en continuant à construire nos barrages, les hôpitaux, au flot Cameroun, pour tenir le président Paul Biya devait donc choisir. Est-ce qu'il faille continuer, monsieur Nambélé, à subventionner les prix des hydrocarbures lorsque tous les bailleurs de fonds estiment que tout le monde doit baisser? Lorsqu'on part à partir de 2000 à 30 milliards, 45, 140, 130, jusqu'à atteindre 430 milliards de francs CFA de subventions, il fallait donc faire quelque chose. Il fallait donc que l'État du Cameroun, d'un côté, en luttant contre les volontés du FMI, puisse permettre aux ménages camerounais d'accélérer, d'avoir que le pays d'Amérique soit toujours clair et que ce soit bon. En clair, qu'est-ce que je veux dire, M. Nambélé? Si l'État du Cameroun
ne subventionnait pas le prix du carburant à la pompe, on serait aujourd'hui en train de payer le super à 1035 francs, en train de payer le gazole à 1000 francs le litre et en train de payer le pétrole lampant à 800 francs CFA. Quoi qu'il en soit, que la montée ait été faite et l'augmentation du prix a été faite, l'État du Cameroun continue à subventionner à travers deux politiques. La politique des dépenses publiques et la politique des recettes. Je rentrerai dans le fond à ce niveau parce qu'il y a une certaine rumeur qui court et fait comprendre. Et là, j'interroge mon frère du SGF, M. Kang2, qui est l'économiste en chef, qui fait comprendre aux Camerounais que cette subvention n'existe pas. Je dirais que cette subvention existe et je donnerai les chiffres. Et comment ces subventions sont repartagées et redistribuées plus tard. Et enfin, pour dire aux Camerounais que quoi qu'il en soit, la mise en place aujourd'hui d'un pays qu'on doit construire, la mise en place d'un pays qui se veut émergent en 2035 et qui a des engagements contractuels avec les bailleurs de fonds, qui demandent depuis 25 ans, 30 ans, qu'on annule complètement les subventions, est quelque chose qu'il fallait faire, avoir une position médiane, celle d'augmenter légèrement, sans que cela n'ait un incident très 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 nocif sur les ménages. Et c'est ce que l'État du Cameroun a choisi. Quoi qu'il en soit, comme disait Mme Biolo aujourd'hui, professeur agrégé d'université, les effets à court terme sont visibles, ça fait mal. Mais les effets à long terme seront très bons pour le Cameroun. Si tant est s'il, toutes choses étant par ailleurs égales, que tout a été mis en place, lutte contre la corruption, lutte contre les détournements, et que cet argent qui va être gardé puisse repartir favorablement et nécessairement vers les besoins sociaux qu'il faut aménager. Vous avez parlé de quelque chose qui est essentiel parce que les Camerounais se posent la question. On a eu par exemple 1000 milliards de subventions l'année dernière, mais on n'a pas fait le bilan. Effectivement, le bilan a été fait. Je le dirai tout à l'heure. Posez-moi la question. Ok, d'accord. Non, on va et où l'argent a été affecté. On va vous relancer tout à l'heure. Tout à l'heure, Marcel Tadieu, hier, donc Charles Lison, qui vous interpellait parce qu'il y a eu cette fameuse sortie du deuxième vice-président du SDF, Louis-Marie Kang2, le docteur, sur cette fameuse subvention. C'est vrai que beaucoup de personnes n'étaient pas très d'accord avec les analyses qui ont été en fait perçues par le docteur Kang2. Monsieur Zan est dans son rôle, celui de... Je ne parlais pas de Monsieur Zan, je parlais d'autres encore qui ont apporté du bémol quand même assez différent. Monsieur Onambele. Point visé par le docteur Louis-Marie Kang2. Monsieur Onambele, je suis en train de dire que Monsieur Zan, mon compatriote d'en face, militant du RDPC, est dans son rôle puisque le RDPC gère le pouvoir. Et donc, toutes les aléas de la mauvaise gouvernance, il est censé les défendre sur ce plateau. La première chose qu'il faut constater ou le déplorer, c'est que nous sommes dans un pays extraordinaire où nous produisons du pétrole que nous exportons pour ensuite importer un autre pétrole pour nos besoins de consommation locale. Allez-y chercher la logique en termes de management là-dedans. Maintenant, pour revenir dans le fond de ce qu'il a essayé très laborieusement de développer là, je dois dire que, soyons factuels, le baril de pétrole sur le marché international est exactement de 77 dollars US, dollars américains. Et les experts du domaine nous disent que un baril de pétrole donne environ 159-160 litres. Quand on va dans les calculs, tout simplement, on se rend compte que un baril à 77 dollars américains, s'il doit donner 159 litres, le litre coûtera 290 par là, francs CFA. Alors, si à la source, un litre de carburant coûte 290 francs, posez-vous la question de savoir par quelle alchimie est-ce que, à la pompe, le consommateur final doit payer 840 par exemple. francs. Eh bien, l'explication, elle est celle-ci, M. Onambele. Le gouvernement de la République du Cameroun, au-delà de cette incongruité qui consiste à importer le pétrole alors qu'on est producteur de pétrole, parce qu'on ne peut pas mettre sur pied 40 ans durant de règne, on ne peut pas mettre sur pied une raffinerie capable de raffiner notre propre pétrole. On importe le pétrole par le biais des traders, c'est-à-dire des intermédiaires, des négociateurs.
qui ont une marge, ils se font une marge vraiment énorme dans la transaction, moyennant des rétrocommissions, parce que, voyez-vous, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de corruption qui circule. Les gouvernants camerounais ont opté pour la stratégie d'aller négocier le pétrole auprès des traders parce que justement, en passant par ces canaux-là, il y a des rétrocommissions, il y a des bakchiches qui se versent après. Clin d'œil à l'affaire Glencore. Glencore, exactement. Voilà. Et donc, au-delà de cette marge énorme des traders enveloppés de la gymnastique de corruption dont on connaît, il y a également des taxes que le gouvernement de la République du Cameroun impose sur les produits pétroliers. Tout à l'heure, Charles Elie a semblé dire que le gouvernement du Cameroun subventionne le pétrole. C'est impropre de le dire du point de vue de l'économie. Il a dit qu'il va le démontrer tout à l'heure. J'attends bien cette démonstration. Allez-y d'abord. Parce que, M. Onambélé, en économie, je ne suis pas économiste, mais j'en ai consulté. Okay. Voilà, s'il est économiste, peut-être qu'il nous expliquera quelle est la ligne budgétaire dans laquelle on a puisé de l'argent pour subventionner les produits pétroliers. Parce que, en économie, les économistes sérieux disent que, oui, sérieux, parce qu'il y a des économistes organiques, monsieur Zan, et je parle des économistes sérieux, il y en a sur la place camerounaise, ils disent que la subvention est une méthode qui permet d'aller dans un point X, puiser des fonds, pour aller les reverser dans un point Y dont on veut soutenir. D'accord? Vous ne pouvez pas taxer les hydrocarbures à hauteur de par exemple 70%. Prenons un chiffre au hasard comme ça pour que vos téléspectateurs comprennent. Vous ne pouvez pas taxer les hydrocarbures à hauteur de 70% par exemple, et par après faire une espèce de réduction, de rabais de 10% et venir expliquer aux Camerounais que vous avez subventionné, M. Onambélé. Subventionner signifie que vous êtes allé prélever des fonds ailleurs pour venir soutenir un secteur qui avait besoin d'être soutenu. Donc, dans le cas d'espèce, c'est une fausse information, c'est une arnaque que de dire que le gouvernement camerounais subventionne le pétrole. Donc, j'aimerais bien que Charles Elie nous développe cela. Et si on doit aller plus loin, j'ai entendu dire que l'augmentation vise à garantir un meilleur approvisionnement du Cameroun sur le marché international. Là encore, ce n'est pas vrai. On essaye d'embellir la chose en enveloppant ça avec des draps propres, alors qu'en réalité, le fond, c'est que le FMI est à nos trousses. Le FMI est là pour exiger du Cameroun qu'il paye ses dettes. Le FMI revendique que le Cameroun soit solvable vis-à-vis de ses créanciers. Et donc, cette augmentation vise tout simplement à trouver de quoi payer les dettes du Cameroun. Allez, Alphonse ici à Bénin se souvient, c'était l'année dernière, en début d'année, où on parlait déjà effectivement de cette fameuse subvention et de cette hausse des prix des produits pétroliers au Cameroun. Vous disiez déjà à l'époque qu'on pourrait s'en passer et qu'effectivement le gouvernement avait les moyens de ne pas passer par cette hausse. Vous êtes toujours d'accord aujourd'hui? Oui, mais je suis d'accord. Quand vous regardez uniquement la structure des prix qui a été publiée sur le site de la Caisse de stabilisation des produits d'hydrocarbures CSPH, vous allez voir la structure des prix, c'est affiché, c'est disponible. Vous verrez que le super prix d'entrée dépôt SCDP, c'est 400 francs CFA, hors taxe. Et le gasoil est à 450 francs CFA. Le reste, jusqu'à l'arrivée à la pompe au prix consommateur, c'est uniquement des taxes qui renchérissent le coût de ce produit, notamment avec la taxe spéciale qui tourne autour de 110 francs pour le super, le soutien à la raffinerie, une raffinerie qui ne fonctionne plus, c'est autour de 47 francs hors taxe. Donc, quand vous ajoutez la TVA, c'est autour de 60 francs CFA. Donc, vous voyez qu'il y a plus de 200 francs CFA de lourdeur. Il suffisait de supprimer
quelques postes de la TVA, parce qu'on regarde la structure des prix, la TVA revient minimum 11 fois. On a l'une des TVA, le taux de TVA, l'un des taux les plus forts au monde, 19,25%. Je rappelle que tous les pays autour du Cameroun ont une TVA en deçà. C'est 18% au Gabon, 18% au Tchad, c'est 7% au Maroc, c'est 5% à Dubaï et c'est 0% au Qatar. Donc vous voyez que la TVA, c'est une taxe sur la consommation. Et le FMI, pour essayer de capter les fonds que le gouvernement camerounais est allé mobiliser, voudrait bien que ce soit sur un produit phare, un produit où on voit la traçabilité. Et l'unique produit où on voit la traçabilité au Cameroun, c'est le carburant. Raison pour laquelle, d'année en année, le FMI met la pression pour que le gouvernement camerounais augmente ce prix en défaveur, en sacrifiant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs, en sacrifiant ainsi les ménages. Il faut rappeler que l'économie, c'est la transformation de l'énergie. Et la première source d'énergie, c'est le carburant. Exactement. Si vous augmentez déjà ce levier, il y a des répercussions mécaniques. Vous avez vu déjà avec les agences de voyage, le transport des biens et des personnes, ceux-là ont déjà commencé à pratiquer des prix véritablement prohibitifs pour le consommateur lambda. Il faut rappeler que le Cameroun a l'un des SMIC les plus faibles au monde, 42 000 francs CFA. 42 000 francs CFA, il n'y a aucun pays au monde qui peut se targuer d'avoir ce type de SMIC. Il n'y a qu'au Cameroun. Ça veut dire que les Camerounais ont été résilients et on ne doit pas continuer à se moquer de cette résilience. Surtout que le gouvernement camerounais ne fait pas d'efforts. C'est-à-dire, le gouvernement camerounais n'est pas sincère. Le gouvernement camerounais est impitoyable. Vous ne pouvez pas maintenir votre train de vie et demander aux plus défavorisés de contribuer pour le remboursement d'une dette. Nous ne sommes pas contre la dette, mais à quoi a servi les fonds qui ont été mobilisés pour cette dette? Quand on cite les projets qui sont aujourd'hui des éléphants blancs, vous prenez l'autoroute Douala-Yaoundé, on a mobilisé plus de 400 milliards. L'autoroute n'est pas fonctionnelle. Vous prenez Lompagar, pas fonctionnel. Vous prenez Mekin, pas fonctionnel. Vous prenez la Sonara, 350 milliards pour son extension et sa réhabilitation. Ça a volé en fumée. Aucune personnalité n'a rendu le tablier. Et c'est le consommateur qui doit encore, lorsqu'il part à la pompe acheter le litre, soutenir cette raffinerie qui est devenue uniquement une entreprise de trading, qui fait de l'import-export, qui fait en sorte que notre balance commerciale devient déficitaire de mois en mois. Donc moi, la solution, c'était d'abord de mettre la clé sous le paillasson pour cette entreprise, qui est un gouffre à sous qui endette le Cameroun. Donc, mais on laisse cela. Quelle entreprise? La Sonara, okay, on laisse cela et on vient vers le faible consommateur, le maillon le plus faible de la chaîne, le consommateur lambda, qui n'est plus protégé. Ailleurs, on protège les faibles. Je rappelle qu'il y a 3 millions de Camerounais qui vivent en insécurité alimentaire aiguë, donc qui ont moins d'$1 par jour. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à avoir un repas par jour. Donc vivotent. Donc on ne peut pas avoir des Camerounais qui vivotent, qui sont dans la survie et on continue à renchérir le prix du carburant. Surtout qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, il n'y a pas de mesure palliative, il n'y a pas de mesure de soutien, aucune mesure. Nous avons demandé des préalables avant l'augmentation. On disait tout à l'heure qu'il va vous en présenter. Il n'y a aucune mesure. La première mesure devait être la réduction du train de vie de l'État avec un gouvernement pléthorique. On aime citer la France. La France, c'est 30 personnalités, 30 ministres. Le Cameroun, nous sommes déjà à plus de 75. C'est 14 ministres, s'il vous plaît. Les autres sont délégués, secrétaires. Bon, on peut dire rang de ministre, si on veut. Mais au Cameroun, c'est 75 personnalités qui ont rang de ministre. Il y a même ceux qui sont au cabinet civil qui ont rang de ministre, ceux qui sont au service du Premier ministre qui ont rang de ministre. Il y a les ministres délégués à ne plus finir. Et quand vous citez, vous prenez la prise en charge dans le solde de l'État d'un ministre, c'est pas moins de 250 millions par an. Pourtant, pourquoi est-ce que ce gouvernement doit continuer à avoir un train de vie aussi éloquent? Alphonse, ici, je vous propose quelque chose, parce qu'on va en parler effectivement du train de vie et surtout de cet équilibre. Mais je voulais, puisque vous avez posé une question et que Charles Elise en disait qu'il avait la réponse, peut-être que je lui donne... Non, je voulais chuter en disant... Je voulais juste chuter... Parce que tout à l'heure, je vais vous reposer la question sur... Je voulais juste chuter en disant que l'augmentation qui a été actée depuis le 3 février
est véritablement déjà une déclaration de guerre pour les pauvres. Cela n'arrive plus à vivre. Le président, dans son discours, a cité les pays voisins. Pourtant, ces pays voisins ont baissé les prix. Je prends l'exemple du Gabon. Le super est passé de 605 francs à 595 francs. Le gaz butane, qu'on appelle encore gaz domestique, est passé de 6 000 à 5 000, donc 4 990 francs. Pourquoi est-ce que ces pays voisins n'en mentent pas? Ce sont des pays producteurs, ce sont des pays qui achètent auprès des mêmes traders comme nous. Pourquoi est-ce que c'est au Cameroun qu'on doit venir asphyxier les pauvres Camerounais, et cela va rendre notre marché un terreau fertile pour des produits de contrebande et de contrefaçon. Vous allez voir d'ici quelques mois, quelques années, plusieurs grandes entreprises se délocaliser. C'est déjà le cas pour des compagnies aériennes qui ne consomment plus du fuel lourd dans nos aéroports, mais pas de consommer soit à N'Djamena, soit à Malabo, soit à Bata, soit à Libreville. Délaisse le Cameroun. Quand vous délaissez un hub qu'avait essayé de mettre en place l'ancien régime, nous ne pouvons qu'être navrés en disant que c'est véritablement choquant, méprisant de continuer à traiter les Camerounais ainsi. Charles Lison, oui. À quoi servait la subvention de l'année dernière? Première question. Je vais vous répondre très tranquillement. Vous savez, je vous ai dit qu'à cette émission, lorsqu'on va vouloir faire les déclarations politistes, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Et je voudrais dire aux Camerounais qui me suivent ici aujourd'hui que lorsqu'on vient parler d'une chose aussi importante pour le pays, il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut qu'on essaie de leur faire comprendre que les mesures qui ont été prises parce que. Je ne suis pas venu ici à un tribunal. Je ne suis pas venu ici démontrer quelque chose à quelqu'un, je suis venu démontrer aux Camerounais qui doivent me suivre. À quoi a servi l'argent des subventions dont vous dites qui a été gardé? Par exemple, de 2023. Je vais vous donner, par exemple, un chiffre. En 2020, en termes de subventions, le Cameroun est à 36 milliards. 136 milliards. Lorsqu'on fait le gap et qu'on garde de l'argent, ça permet de le réinjecter dans le tissu social et ça permet aussi de payer les dettes. Le 15 octobre 2021, est signé au Cameroun une convention de restructuration d'une dette de 261 milliards de francs CFA de la Sonara envers 9 banques locales. En 2019, là que la Sonara prend feu, il faudrait d'abord rappeler aux Camerounais que la Sonara est une raffinerie de type Tipping Reforming. Tipping Reforming signifie une raffinerie qui ne peut que gérer l'Arabian Light. L'Arabian Light, c'est le pétrole léger. Or, je l'ai dit à l'entame de mes propos, il y a eu tromperie sur la marchandise au départ parce que ceux qui voulaient léguer le Cameroun à ceux qui voulaient pouvoir au départ ne voulaient pas qu'on ait une Sonara, une raffinerie capable, non pas forte, capable de distiller, de craquer et de raffiner notre pétrole, dont les trois sont l'écoulé, le doumé et le Lekoulé. Ça, il y a plus de 40 ans. Maintenant depuis que vous êtes là, je n'ai pas interrompu. Et c'est moi qui sont. Mais vous prenez le temps au Cameroun. C'est mon temps de parole. Lorsqu'il sera terminé, on va vous donner la parole. Donc, cette embrouille qui veut faire croire aux Camerounais que voilà, il faut d'abord sortir de là. Le combat qu'a mené Kadhafi, c'est ce combat, il en est mort pour ça. Parce que justement, lorsque on nous laisse les pays, nous les Africains, les Blancs font ce qu'on dit au quartier, donner la chèvre et retenir la corde. Et ceux-là qui sont levés à ce moment-là, pour cette indépendance totale, ils sont où? Sankara, Sékou Touré, Mohamed Kadhafi récemment. Ça, je passe dessus. Pour dire que lorsque le Cameroun réussit aujourd'hui à avoir dans son capital à la Sonara 4% détenus par la France à sa valeur totale, c'est un combat qu'il faut apprécier. Parce que ici, les pays, les entreprises qui détiennent les hydrocarbures au Gabon sont françaises. Les entreprises qui détiennent les hydrocarbures au Nigeria sont anglo-saxonnes. Et je ne me réponds pas. Et c'est difficile. Et le coût de vie. J'arrive. Je vais atterrir dessus. Tu as dit beaucoup de choses. Je n'ai pas bien dit que tu as menti. Je te respecte beaucoup. Tu as dit beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Je vais te donner les chiffres et de la TVA dans ces pays et de l'IDH. Calme-toi, j'arrive. Quand il vient à la télé, il ne me prépare. J'ai des documents devant moi. Il ne vient pas faire le one-man show comme vous. Donc, je voulais lui faire comprendre que lorsqu'il dit ça, ça me fait rire. Alphonse Aïssi, je vais te faire lire le document. Vous n'aimez pas lire, vous les Camerounais. Quelqu'un avait dit que pour cacher une vérité à un nègre, mettez dans le livre. Ça sera difficile. Hydrocarbures, Babi Sakana éclaire le chemin de la subvention. Je t'envoie ça par WhatsApp. Je fais quoi avec?
Le statu quo ou la suppression des subventions sont des options suicidaires. Ça date de quand ça? Babi Sakana, il y a 3 jours. Emmanuel Nubisengankam, le plus haut économiste, ancien directeur des programmes au FMI. En Afrique, les gouvernements tournent le dos aux subventions au carburant. C'est une sortie de le monde. Il faut revoir l'efficacité des subventions. Ça, c'est M. Emmanuel toujours. Et enfin, le document de la CEMAC. À travers la BDAC, la BCE, notre banque, qui estime que lorsqu'on a fini de réfléchir sur les subventions en CEMAC, dans la vision CEMAC, qui ont pesé depuis 2 ans, près de 2000 milliards sur les budgets des 6 pays cumulés, ça fait en sorte qu'avec 2000 milliards, on pouvait faire autre chose avec. En fait, les États africains sont restés des États qui sont la mamelle nourricière financière de leur population. Or, on ne peut pas être à ce niveau-là et toujours vouloir conquérir le monde international, dans le marché international, et continuer à subventionner les produits dont ceux qui consomment principalement à 80% sont des revenus un peu intermédiaires, un peu plus grands. Ça, c'est autre chose. Deuxième chose, je voudrais dire à monsieur... mais en même temps aussi, le pétrole a l'impact même à j'arrive. Même ceux qui sont pauvres. Je vous rappelle que le prix du pétrole, si on enlève l'intervention de l'État, parce que les gens aiment bavarder pour rien, le super serait de 1035 francs CFA. Le vrai prix. Il raconte quoi? On a parlé du prix. Est-ce qu'on peut se respecter? Est-ce qu'on peut se respecter ce plateau? Je voudrais quand même qu'on se respecte un peu. S'il vous plaît. Moi, je vous relance quand même. S'il vous plaît. Et sur les 420 francs qui sont le prix. J'arrive. Non, j'arrive. Comment ça fait pour qu'on puisse aujourd'hui arriver à 840 La réponse est simple. Je vais la prendre. Je vais la prendre sur chacun d'entre vous. La réponse est simple. C'est un long mot pour rien. Le prix normal du super serait de 1035 francs. Sans subvention de l'État. C'est-à-dire, on dit l'État n'intervient plus. Le pétrole arrive, on dépose, on allait payer. 1035 francs CFA. Le gazole serait de 100 francs CFA. C'est 1000 francs CFA le litre. Quoi, avec les taxes que l'État... Je dis 100, je dis oui. Les taxes que comprenez-moi. Expliquez qu'on comprenne. Je suis en train d'expliquer. Je suis en train de faire comprendre que sans intervention de l'État, on sera à 1035 francs CFA pour le super, à 800 francs pour le pétrole lampant et à 1000 francs pour le gazole. Aujourd'hui, l'État supporte. Avec cette augmentation-ci, le gap. Vous avez 840, 728 et tout. Maintenant, à la question subsidiaire, la surtaxe. S'il n'y a pas de surtaxe qui existe, encore qu'il y ait une erreur entre la taxe et l'impôt. Je vous ai dit tout à l'heure que la taxe spéciale sur le pétrole a permis d'avoir de l'argent qui est réinjecté dans le circuit et qui vous permet de payer le pétrole moins cher. C'est réinjecté au Charles disant. Réinjecté dans le circuit, ça veut dire quoi? Lorsque l'État du Cameroun, les États africains par exemple, font dans la subvention, il y a 2 types de subventions. À travers les politiques économiques de recettes. La recette, c'est les poches d'impôts et de taxes. Impôts sur le revenu des personnes physiques, ILPP, la TVA, les taxes douanières. Lorsqu'on vous fait comprendre qu'on a exonéré tous les produits agricoles qui entrent au Cameroun, vous pensez que l'argent sort d'où? Lesquels? Cité. Tous les produits agricoles qui entrent au Cameroun sont exonérés. Les tracteurs qui entrent ici. C'est un produit agricole. C'est une information que je vous donne. C'est clair. Lorsqu'on vous dit que le prix du fer à béton a baissé, est-ce vrai ou faux? Ça a baissé. Lorsqu'on fait comprendre que le prix du pain a baissé, est-ce vrai ou faux? Ça a baissé. Lorsqu'on vous dit, on prend dans l'argent ici, on réinjecte ailleurs. On prend l'argent ici, comme disait tout à l'heure Marcel Tadji. Tout à fait. Et on part réinjecter ailleurs. Et je voudrais lui dire par exemple qu'il y a 2 mois, le Minet a inauguré dans le Grand Nord 2 centrales solaires. Vrai ou faux? 30 mégawatts injectés dans le circuit réseau interconnecté Nord. C'est sûr que lui, consommateur, devait dire aux Camerounais que les consommateurs d'énergie, pas il parle d'énergie sans savoir, au niveau de l'extrême Nord et du Nord, sont contents aujourd'hui parce qu'il y a de l'énergie qui sort de ces solaires. Deuxième chose, quand on dit aux Camerounais qu'il y a 3 semaines, le barrage de Lompaga, qui est un barrage de retenue, donc l'usine de base des pieds produit de l'énergie a été mise en circulation et aujourd'hui alimente 154 villages à l'est, donc 4 départements. C'est faux. C'est des choses qu'on a dit parce qu'il vient ici, les Lompaga, c'est des choses que ça veut dire. On a affaire aux gens de la société civile et parfois certains partis politiques qui ne maîtrisent pas par rapport au pays où ils sont, mais ils restent gangrenés dans leurs choses et des choses qui avancent. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Nambélé. Lorsque monsieur Tadji parle par exemple des arts, de la mauvaise gouvernance, production du pétrole, mais je suis quand même dépassé, cher frère. C'est quoi la mauvaise gouvernance? Le temps de parole, c'est quoi, ils n'ont pas venu, c'est pas un monologue. Tu sais que je suis champion dans ce que tu fais. L'émission va se gâter. Je suis champion. S'il vous plaît. Je suis champion. Allons-y, Charles. C'est dans l'ancien côté champion. Donc, je voulais donc qu'on dise au Camerounais à ce moment-ci
qu'à ce qui concerne l'augmentation des prix du pétrole, c'était un impératif. On parle du Gabon. Est-ce que vous savez que le ministère gabonais des Finances tient une réunion vendredi avec le FMI pour voir comment il faut augmenter les prix des hydrocarbures en baissant leurs subventions. Tout ce qui se passe là, vous citez les pays africains, vous citez tous, je dis bien tous, vont finir par augmenter les prix des produits hydrocarbures. Et tous ont commencé à le faire. Premier exemple, l'Angola, pays producteur de pétrole, membre de l'OPEP. Le président angolais, lors de sa adresse à la nation il y a 2 semaines, dit qu'ils ont dépensé 1900 milliards de kwanza, ça fait 2,2 milliards d'euros que l'Angola a dépensé. Ça nous concerne quoi? Il a cité au Gabon, ça nous concernait. Il a cité, mais qu'est-ce que l'Angola, ça nous concerne à quoi? Citez le SMIC là-bas. 2,2 milliards d'euros. Retrait total des subventions. Cher Lisan, permettez-moi. Vous n'avez coupé personne de quel palais. Non, s'il vous plaît, je vous relance. 4 fois de relance. Je vous relance. Oui, allez-y. Je vous relance. Parce que le problème n'est pas en soi, effectivement, qu'on soit dans une conjoncture internationale qui se comprend, mais le problème, c'est l'impact que ça sur la société camerounaise et surtout ce qu'on va appeler, puisqu'il faut qu'on entre à l'intérieur, les mesures d'accompagnement. Mais les mesures d'accompagnement que l'État a mis en place, je pense pas la pilule, la mer quand même. Non. Les mesures palliatives et alternatives prises par l'État du Cameroun pour soutenir les ménages sont claires. Et là, je vais les dire à ma troisième prise de parole. Ma parole est structurée. Je dois d'abord répondre à ceux qui parlent. Non, il a cité les pays. Non, ne faites pas ça. Mais Charles, disons, on a compris qu'il y a l'Angola, on est d'accord qu'il y a des pays en Afrique qui vont aussi augmenter. Qui ont augmenté? Je vous donne les chiffres, c'est qui vont aussi augmenter. Le Congo a augmenté. On va revenir sur les mesures d'accompagnement. Tous ont augmenté. Est-ce qu'il y a que le Cameroun qui a augmenté? Maintenant, le truc, c'est dans l'augmentation, quelles sont les mesures, comme vous avez dit, qui sont prises? Je reviens vers vous, s'il vous plaît. Tout à fait. Permettez qu'ils réagissent d'abord. Je pense que vous allez aussi les relancer comme vous lancez. Oui, je vais les relancer, je vous le promets. Vous avez été convaincu par cette... Est-ce que je vais vous le convaincre? Non, en même temps aussi. C'est un peu la question aussi pernicieuses. Est-ce que je vais vous convaincre? Vous l'avez demandé, c'est m'a convaincu. Vous aussi. En même temps aussi, il faut qu'on convainque les citoyens. Lui aussi, le citoyen camerounais. Vous aussi. Allez, Marcel Tadjou, réaction. Monsieur Onambele, je voudrais vous inviter à jouer les arbitres. C'est ce que je fais ici. Oui, à revigorer votre rôle. Parce que vous êtes témoin de ce que je n'ai pas branché quand Élise en parlait. Je l'ai écouté très soigneusement parce que j'espérais qu'ils nous disent et qu'ils disent aux Camerounais où est-ce que le gouvernement camerounais prend de l'argent. C'est-à-dire dans quelle ligne budgétaire est-ce que nous prenons de l'argent pour aller subventionner les hydrocarbures. En 20 secondes. TVA. C'est terrible. Quand il dit qu'il... Bon, c'est lui qui a parlé de la fiche de... La structure des prix. La CSPH. Pourquoi c'est lui qui a parlé? TVA. C'était mon temps de parole. Mais non, je vous relance. Je vous relance. Bon, je vous accorde. Je vous relance. Allez-y, peut-être que ça m'a échappé. Oui, faculté des sciences économiques et gestion appliquée. L'impôt sur le revenu des personnes physiques et personnelles. Et tu as rappelé aux Camerounais que quand vous apprenez qu'au cours de l'année, à un moment donné, l'impôt, peut-être sur la TVA, a un peu baissé. Il faut comprendre que c'est ça, c'est niche. 2, les taxes douanières. Et donc, c'est ça qu'on... Les taxes douanières. C'est ça qu'on va reverser. Et puis, il faut que les gens comprennent entre le trésor, la trésorerie et le budget. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire, subvention des produits pétroliers dans la loi de finances 2024? La loi de finances est la loi qui cadre l'orientation budgétaire des États au cours de l'année. Je pense, monsieur Onambele, on ne doit pas piétiner mon temps de parole. Considérez que c'était une question. Je voulais bien qu'il... Parce que c'est vous qui gérez voulait répondre à la question. C'est vous qui gérez l'émission. Vous prenez donc... voulez répondre à la question pour dire qu'effectivement... Il va être gentleman, donc c'est 2 minutes, ça prend la parole. Et reposez-moi la question après. Non, vous avez répondu, mais il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne subvention des produits pétroliers. Allez-y, Marcel Tadjou. Je pense qu'il a répondu à la question quand même. Acte, vos téléspectateurs avec qu'il n'a pas pu nous expliquer quelle est la ligne budgétaire dans laquelle on puise de l'argent pour aller subventionner le pétrole, comme il l'annonce très pompeusement dans leur gouvernement RDPC. La vérité est que le pétrole au Cameroun n'est pas subventionné. C'est une arnaque de le dire. C'est impropre économiquement. S'il vous plaît, Charles. Parce que, monsieur Onambele, je l'ai dit à l'entame de cette émission, le pétrole
a un coût sur le marché international qui est ondulant, mais dans cet intervalle de temps où nous parlons, c'est $77 le baril. Il est trop bas. Voilà. C'est-à-dire le coût est bas. Ça fait très longtemps qu'on a pu atteindre $100 le baril. Et donc, lorsque vous prenez le prix tel que pratiqué actuellement sur le marché international, il est difficile d'expliquer aux Camerounais que le pétrole est subventionné au Cameroun. Parce que Charles dit, après avoir acheté le pétrole à 290 francs le litre à l'international, vous faites comment pour le distribuer à la pompe aux consommateurs à 840 francs? S'il vous plaît. Il y a, comme je l'ai dit, il y a la marge des traders avec une bonne dose de corruption et de rétrocommission que perçoivent ces mêmes fonctionnaires du gouvernement qui s'occupent de ce secteur des hydrocarbures. Et il y a des taxes, il y en a plus d'une vingtaine, M. Nambélé. Il y a plus d'une vingtaine de taxes qui sont indexées sur le pétrole. Et donc, vous ne pouvez pas taxer un produit à une certaine hauteur et venir faire un petit rabais, expliquer aux Camerounais que vous avez fait une... $76. C'est le prix à l'international. Et venir expliquer aux Camerounais que le petit rabais que vous avez fait, c'est une subvention. C'est faux, c'est pas une subvention. En fait, c'est un peu comme si, M. Nambélé, quelqu'un venait chez vous, vous prendre tout et après il vous remet un peu, il vous explique que comme il vous a remis un peu, il vous aime beaucoup. Non, c'est pas vrai. Le problème au Cameroun, c'est que on a besoin d'argent pour payer des dettes, mais des dettes qui ont été contractées pour injecter dans de mauvais projets. Quelle est la logique? Quelle était l'importance? Je vous relance. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Il a parlé d'inertie, il a parlé de détournement. Sauf que ça fait 40 ans qu'il va de reconnaissance en reconnaissance. Lorsque vous faites le constat d'échec, lorsque vous êtes l'hégémon central dans un système comme celui-ci, et que vous faites le constat d'échec, tous les 31 décembre... On a arrêté des gens aussi en même temps, Marcel Tadjeu. Il y a des gens qui sont en prison pour ça. Vous êtes un Camerounais. Le fait d'avoir arrêté ces gens-là, est-ce que vous avez senti un léger mieux dans l'assiette de votre enfant? Ah, ça c'est un autre débat. Bon, si vous ne pouvez pas me dire si vous avez ressenti un mieux dans votre pouvoir d'achat, je vous dirais donc que ce n'est pas là la solution. La solution, c'est que lorsque vous avez la charge de gérer un pays comme le nôtre, qui n'a pas atteint le niveau des pays développés, si les ressources ne sont pas proportionnelles aux besoins des populations, la logique pour un dirigeant conséquent, c'est de procéder par priorisation. Si vous avez 10 besoins en tant que chef de l'État et que vous vous rendez compte que les ressources dont vous avez à votre disposition ne permettent pas de satisfaire tous ces 10 besoins, vous allez procéder par priorisation. Et donc, M. Nambélé, et je reviens donc à ce que je voulais dire tout à l'heure parlant de l'organisation de la CAN. Des chiffres, selon les sources, nous parlent de 700 à 1000 milliards qui ont été débloqués pour l'organisation de la CAN. C'est 3 000 milliards. Que nous avons abrité. Voilà. C'est-à-dire, selon les sources, on a des chiffres. Mais en tout cas, on a démenti depuis. Non, c'est 3 000. Monsieur Nambélé, en tout cas, il s'agit de beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards, exactement. D'accord. Lorsque vous êtes un dirigeant conséquent qui gère un pays dans lequel les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits, comme manger à sa faim, se mouvoir en zone urbaine parce que la voirie urbaine est vraiment calamiteuse, se loger décemment, s'instruire. L'école de la République est devenue une marchandise parce qu'abandonnée au privé, l'école publique est presque inexistante parce que l'offre est insuffisante. Lorsque vous gérez un pays dont les besoins élémentaires se posent avec une acuité aussi véhémente, vous procédez par priorisation. Quel était l'intérêt pour le citoyen lambda qu'on débloque beaucoup de milliards pour aller investir dans des jeux? Parce que je rappelle que le football, la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est un jeu. Je pense que lorsqu'on est un dirigeant conséquent, on s'occupe des jeux et donc des loisirs après avoir satisfait les besoins de base. Vous ne pouvez pas laisser la société avec des besoins élémentaires qui ne sont pas couverts pour aller vous intéresser aux jeux. Donc, l'option politique, les options politiques du système que défend M. Zan sur ce plateau
sont des options inopérantes, sont des options défaillantes parce que le peu de ressources dont dispose le Cameroun est géré de façon vraiment désinvolte. Conséquence, nous nous retrouvons dans une situation où le FMI est à nous tous pour que nous payions des dettes, lesquelles dettes ne nous ont servi à rien. Parce que lorsque vous faites des emprunts, normalement vous devez injecter ces emprunts dans des circuits de production. On ne peut pas emprunter de l'argent pour aller investir dans des jeux, dans des loisirs. Lorsque vous faites des emprunts doivent être injectés dans des circuits de production qui doivent booster l'économie. Donc, l'augmentation du prix du pétrole aujourd'hui au Cameroun est la conséquence logique des choix politiques inopérants, des options économiques inconséquentes qui nous amènent à ce niveau. Je m'arrête à ce niveau pour que Elisa nous explique encore son affaire Non, on ne revient pas là-dessus. Pensons à la population parce que les citoyens qui nous écoutent, ou alors qui nous voient, veulent absolument comprendre comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer. Non, parce que j'aurais bien aimé rentrer de votre plateau ce soir avec une réponse de M. Zan nous indiquant où est-ce que le gouvernement de la République du Cameroun prend de l'argent pour subventionner les hydrocarbures. Je vais le relancer tout à l'heure, Marcel Tadjé. Parce qu'il tout à l'heure, il a indexé le leadership de mon parti, c'est-à-dire la crème de la science économique, en disant qu'il a dit des faussetés. Je voudrais donc il nous a dit qu'il est économiste par ailleurs. Je voudrais donc qu'à travers sa science économique, qu'il nous dise, qu'il nous démontre... Vous l'avez déjà dit 5 fois, Marcel Tadjé. Voilà. Merci. Allez, Alphonse, ici à Bénin. Oui, ben, moi je dis, quand vous regardez comment le gouvernement se comporte, c'est véritablement déplorable. Mais moi, je voudrais quand même, Alphonse, ici à Bénin, qu'on revienne aujourd'hui. Comment est-ce que les populations s'en sortent? Mais les populations ne peuvent pas s'en sortir parce qu'il n'y a pas d'abord de mesures de soutien. Vous voyez, une ville comme Douala, vous prenez Yaoundé, il n'y a pas de transport en commun. Les Camerounais se déplacent à 90% dans ces deux villes à travers la moto. C'est le transport le plus onéreux au monde. Il n'y a pas de bus. Quand on compte Douala, c'est moins de 40 bus pour la Socatur, surtout que c'est un privé qui trime, pas subventionné, même comme il y a un ministre des Transports qui peut, comme s'il essaie de subventionner, on va dire qu'il y a délai d'initier, etc. Vous voyez, Yaoundé, il n'y a plus de compagnie de transport urbain à Yaoundé. Donc on ne cite que ces deux villes. On ne parle même plus de Crébi, de Garoua, etc. C'est uniquement la moto. Donc la moto est un moyen de transport le plus onéreux. On nous a promis des tramways. Monsieur Zan nous dira où sont ces tramways avec tout cet endettement, tout azimut qui plombe aujourd'hui le budget de l'État. Donc, vous ne pouvez pas avoir une ville où il n'y a pas de facilité pour la mobilité urbaine. Il n'y a pas de facilité pour avoir accès aux produits agricoles. Les routes, quand vous prenez la nationale numéro 3, numéro 4, numéro 1, numéro 2, les routes sont dans un piteux état. On lance des marchés, les gens on gagne ces marchés, mais in fine, comme la corruption est endémique, ne réalise pas. Ils nous laissent avec des routes en un état piteux. Vous savez, je m'incline encore devant la mémoire des usagers qui sont passés de Via-Trépa à la nationale numéro 4 au niveau d'Ombessa. Ils sortaient vous voyez, il y a une agence de voyage, ils ont perdu la vie. Pourtant, ils voulaient uniquement se déplacer. Ils voulaient uniquement la mobilité urbaine. Il n'y a pas ce B.A.B.A. Quand vous prenez la pyramide de Maslow, les Camerounais demandent qu'on assouvisse uniquement les besoins primaires. Vous entendez, pas d'eau, Alphonse, pas d'électricité, si là, pas de route. Là, on est en enfer. Quand on vous écoute là, il n'y a vraiment pas espoir. Et pourtant, il faut parfois aussi passer des messages d'espoir. Mais nous voulons passer les messages d'espoir en disant au gouvernement de se comporter de façon responsable, de ne pas opprimer le peuple, de ne pas mettre cette pression fiscale sur le consommateur, parce que la charge totale de l'impôt est supportée par le consommateur lambda. On fuit ceux qui devaient payer les impôts, mais on va vers les plus faibles. Où sont les agents de recouvrement du fisc pour l'impôt, cet impôt qu'on appelle la taxe foncière? On n'arrive pas à recouvrer à plus de 10%. Pourquoi? Parce que ça ne concerne que les camarades de Zan qui ont des titres fonciers, qui ont des immeubles à ne plus finir. Mais quand il faut taper sur le carburant, parce qu'on sait que là, ça sera le consommateur à Bénin qui va prendre sa moto, qui va aller à la pompe. Là, on n'est plus rigoureux, on n'est plus présent
pour venir essayer encore de véritablement asphyxier ce dernier. Et surtout que vous avez vu que le Cameroun est devenu un dépotoir. Il n'y a plus d'industrie. On importe tout. Quand il y a les fêtes de l'unité, etc., les vins sont importés. Vous voyez même ces ministres s'habillent aux Champs-Élysées, les costumes sont importés, ne s'habillent pas africains, ne promeuvent pas le Made in Cameroun. Et vous croyez que nous pourrons léguer quoi à ces jeunes qui sortent des écoles de Fumban, Arts et Métiers, qui sortent de Polytech? Aujourd'hui, l'emploi des Camerounais, c'est soit être vigile, soit être moto-taximan. Et la moto ne s'assemble pas au Cameroun. 70 ans pratiquement après les indépendances. Le Rwanda, on assemble déjà les véhicules. Au Cameroun, on n'arrive pas à assembler la moto, mettre une unité d'assemblage de moto pour trouver le travail de CRS à tous ces jeunes qui sortent des lycées techniques. On importe tout, même les cure-dents. Et vous voulez que nous, en tant que membres de la société civile patriote, nous continuions à regarder cela. Nous disons non. Nous ne devons plus continuer à cracher en l'air. Parce que nous sommes dans un même bateau. Lorsqu'il va couler avec nous. Que le capitaine soit avec ses gilets de sauvetage, mais quand le bateau va couler, il va couler avec tous les passagers. Raison pour laquelle on les interpelle de revenir à la raison, de cesser ce pédantisme, de remettre la balle au centre, de penser aux plus pauvres. Il y a 6 millions de Camerounais qui vivent dans un moment difficile. Surtout qu'il y a 3 régions décrétées par leur chef de l'État, par notre chef d'État, le président du parti national, le président du parti des Lisans, comme économiquement sinistrées. Donc quand une région est économiquement sinistrée, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous allez voir que dans ces 3 régions-là, il n'y a plus pratiquement de station-service. Quand vous quittez de Bamenda pour aller jusqu'à Kumbo, passant par Ndop, Djakiri, toutes les stations-service ont été démantelées. Et vous croyez que ceux-là se ravitaillent comment? Ils vont se ravitailler dans des circuits parallèles. Donc c'est l'État qui va perdre. Parce que notre marché sera un terreau fertile pour les produits de contrebande. Aujourd'hui, les Camerounais n'ayant pas le pouvoir d'achat, iront vers ces produits-là. Et c'est donc un chèque que nous donnons comme ça à des militants du terrorisme, ce que nous ne voulons pas. C'est de contre-cœur que vous voyez les Camerounais porter les produits de la friperie, les produits de contrebande. Ils ne veulent pas cela, mais ils sont obligés en fonction de leur pouvoir d'achat. Je dis le SMIC c'est 41 000 francs CFA. On ne produit plus rien. Voilà, SICAM, il y a des consommateurs là-bas qui sont déjà plus de 8 mois sans salaire. On leur donne 50 000 francs par mois pour essayer de tenir. Pourtant, c'est des entreprises qui étaient des fleurons dans ce pays. On laisse entrer la friperie. On donne des chèques en blanc à nos amis chinois qui peuvent importer tout azimut sans payer les impôts, les droits de douane. Mais nous tuons un fleuron qui recrute des Camerounais, qui crée la valeur ajoutée. Nous sommes donc là dans une stratégie où un État parle d'import substitution, mais c'est le contraire, prêche pas véritablement le contraire. Et c'est ça qui nous choque. Et nous disons, nous ne pouvons plus continuer à être un pays qui consomme tout. Quand vous allez dans nos supermarchés, à 80% des produits sont importés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on achète un produit importé, on garantit le travail pour le pays exportateur. Et nos jeunes alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est alors le circuit de l'insécurité qui va s'agrandir. Donc nous demandons au gouvernement de véritablement revenir à la table de négociation, de revenir à la raison et d'écouter les arguments avancés par la société civile pour le bien de ce pays. Et surtout qu'ils se sont plaints qu'ils ont été... Il y a eu une seule journée de concertation après la journée de concertation. 2 heures de concertation. Moi, j'ai participé. Disons une journée quand même de concertation. C'était pas une concertation, c'était un monologue. Bon, en tout cas, on parle de concertation. Et après, la décision est tombée. Charles-Élise, quand même, avant de vous poser les questions apparemment qui ont été posées par les invités, est-ce que vous comprenez quand même la colère de la société civile, la colère de certaines personnes qui ne comprennent pas, par exemple, que le taxi, en 2 ans, puisque si on accepte les propositions des transporteurs, on va se retrouver à 400-300 francs, et pourtant, en 2022, on avait encore le taxi à 2025 francs. Donc, 250 francs. Disons 250, donc presque combien? 150 d'augmentation en juste 1 an. Est-ce que vous ne comprenez pas la colère de ces Camerounais, Charles-Élise? Je ne suis pas Camerounais. Je parlais de ces.
camerounais. Ça ici à Bénin, la société civile et tout le reste. Nous apprécions d'avoir été associés. À un moment donné, il faut parfois aussi donner la parole à tout le monde. C'est le Cameroun Tribune. Monsieur, non, il faut qu'on soit clair. Allons-y, Monsieur Jean-Louis Membougou, président du syndicat national des travailleurs professionnels des transports routiers du Cameroun. Nous apprécions d'avoir été associés. En bas, vous avez, il n'y aura pas une grande hausse des prix. Jules-Marie Mbazoua Tchungi, leader des transporteurs par moto dans le Fundi. Ensuite, vous avez ici là, monsieur Prince Pondo, responsable d'une association de défense des droits des consommateurs comme lui. Donnez aussi la parole à tout le monde. Il ne faut pas que l'Alphonse Aïssa Bena écume les plateaux télé et radio pour dire ce qu'il veut dire, qu'ils n'ont pas été associés. C'est faux. Voilà notre son, le cloche qui arrive ici. Là. Il me répond déjà. Oui, s'il vous plaît. Il me répond déjà. C'est difficile. C'est difficile. S'il vous plaît. Allez-y. Il me répond déjà. Le temps, il n'a pas d'argument. Non, vous le laissez quand même s'exprimer. Tout à l'heure, il m'a insulté qui dit c'est interactif. Allez-y. C'est interactif. Non, allons-y. Donc, ça, c'est un exemple pour balayer tout ce qu'il dit là. Ça, c'est dingue. Vous savez, dans ma famille, nous les Écarons, on dit souvent que l'histoire de la chasse appartient aux chasseurs. Le jour que le gibier va parler, on va entendre autre chose qui s'est passé là-bas en brousse. C'est ce qu'il est en train de faire là. Deuxième chose, nous sommes tous d'accord ici que M. Tadje a dit que le prix coûte combien à l'international? $76. Quand on fait 116 par 500, si on prend que 500 CC, ça fait combien? C'est 48 000 francs. 38 000. Vous avez votre téléphone. Tapez 76 par 500. Ça fait 38 000 francs. Ça coûte combien au Cameroun le prix du truc? Le baril? Il a dit que c'est combien? Le baril? À l'international, parce qu'il a dit, je viens de la structure des prix. Il dit qu'à l'international, c'est 76 francs. Ça coûte $76. C'est quoi qui coûte? Répétez votre phrase. Si vous voulez le prix du baril. Donnez-moi intégralement. Alors, c'est que vous n'avez pas compris. Non, j'ai compris. Vous n'avez rien compris. Je voulais juste que... Non, écoutez, monsieur Lambert, vous savez, quand on vient à la télé... Non, s'il veut me reprendre, il faudrait qu'il restitue exactement ce que j'ai dit. Bon, vous avez dit que le baril était... Je dis le baril sur le marché international. Ces jours-ci, c'est $77. Allez rechercher. Et un baril, monsieur Zang, je n'ai pas fini. Et un baril, d'après les spécialistes, c'est 159, 160 litres. Je vais noter, non? Voilà. Vous voyez donc exactement, il est en train de manger la bouche. Quand on ne connaît pas les chiffres, on ne les avance pas. Mais ces chiffres sont fluctuants. Monsieur Zang, donnez les vôtres. S'il vous plaît. Donnez les vôtres. Non, je connais cette stratégie qui consiste à retourner son inculture envers moi. Il me dit, je ne connais pas les chiffres. Donnez les vôtres. Je suis prêt à les écouter. Ces chiffres sont fluctuants en même temps. Allez, Charles Élizan, continue. Il a fini. Il a fini depuis, s'il vous plaît. On ne va pas aussi passer le temps dans la calculatrice, s'il vous plaît. Avançons. Le prix d'achat du baril de pétrole chez le partenaire marketeur, c'est 468 francs CFA. 468 francs CFA. Tout ce qu'il raconte là, c'est faux. Non, lui, il parle à l'international. Ouais, ça c'est ce que je dis. Est-ce qu'on veut le prix à l'international ou on veut le prix quand ça chante chez nous? C'est incroyable. Hein? C'est-à-dire, il trouve le moyen de dire ce que je n'ai pas dit et il argumente là-dessus. Si vous voulez argumenter à partir de mon hypothèse, prenez exactement l'hypothèse que j'ai émise. Je parle du coût sur le marché international. J'espère qu'on va effectivement... Qui est différent du coût chez les marketeurs que j'ai dénoncé tout à l'heure, parce que ce sont des gens qui alimentent la spéculation et qui entretiennent la corruption avec les associés qui sortent du Cameroun pour aller négocier avec eux. Merci. Il a fini. On avance. Le prix à l'achat. Chaque fois que vous allez me reprendre, rassurez-vous que vous dites exactement ce que j'ai dit. À défaut, je serai obligé de réagir. Merci. Il nous a dit tout à l'heure de faire la pluie sur votre plateau. Il a parlé, je l'ai écouté. Pourquoi il me coupe? Oui, allez-y alors. Non, ne me parlez pas comme ça. Je peux laisser parler ensemble. Mais comment il restait parler? Il voulait apporter une précision. Laquelle? Sur ses propos. Et vous pensez qu'il ne devait pas porter position quand lui aussi parlait? Allons-y, s'il vous plaît, avançons. Donc, je voudrais lui faire comprendre que quand on ne connaît pas les chiffres, on ne les avance pas. 468 francs le prix à l'entrée du Cameroun. On a mélangé, je vais prendre un exemple sur vous. Quand votre épouse va au marché central de Ndokpassi et qu'elle achète un régime de plantain à 4 000 francs, chez la revendeuse qu'on appelle la Bayam, elle achète le plantain à combien? À Boumiebel ou à Yabassi, combien? C'est vrai que parfois c'est un peu moins parce que... Non, parlez bien.
Elle achète à combien? Oui, c'est un peu. Aucun prix d'aucun produit ne quitte l'acheteur pour être revendu au peuple avec le même prix. Le prix de réunion, le prix de vente. C'est un simple cas. C'est basique. Pour faire comprendre aux Camerounais qui nous suivent que tout comme le pétrole, c'est la même chose. Il n'y a pas de magie là-dedans. Personne chez lui n'utilise un produit comme le bic que j'ai à main ici, qu'on achète à 100 francs à la boutique, n'a pas coûté 100 francs chez Bic, l'usine Bic, quand ça sortait de l'usine Bic. Il faut qu'on arrête cette entourloupe de dire au Camerounais qu'à l'international, ça coûte telle somme. Et quand on paye, ça coûte 100 francs là-bas. Pourquoi on le vend ça à 400? C'est comme ça la réalité de la vie sur le marché international. Point barre. Ça, c'est. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails pour lui dire. Troisième chose que je vais lui dire. Je voudrais que les Camerounais comprennent que tous les 2 ans, l'Afrique organise la CAN. La prochaine finit en peine, le 11 février, que celle du Maroc est déjà programmée pour juin 2025, donc dans 1 an. Avant le Maroc, il y a eu qui? Avant le Cameroun, il y a eu... Est-ce qu'on avait besoin d'avoir les... Laissez-moi parler. Non, j'arrive. Allez-y. J'arrive. Avant le Cameroun, il y a eu. L'Europe organise aujourd'hui la Coupe d'Europe. Tous les 4 ans. La Coupe du Monde, tous les 4 ans. La Champions League, chaque année. Monsieur Nambélé, est-ce que quand on organise la CAN, avez-vous suivi hier, suivez les émissions, le ministre des Infrastructures ivoirien, avez-vous suivi? Au-delà des stades, il y a eu les échangeurs qui ont été construits. Il y a les routes qui ont été construites. La voirie a été aménagée. Le plateau technique des hôpitaux a été relevé. Mon cher ami, en dehors du stade, d'autres choses à usité sociale. D'autres choses à usité sociale ont été faites. Deuxième chose qu'il veut lui dire, ils ne connaissent pas leur pays. L'échangeur de Bala, l'échangeur de Bala existe. L'échangeur d'Ahala existe. Quand vous venez de Douala, quand vous entrez à Yaoundé, vous traversez à Ahala, il y a un échangeur là qui va à gauche, à droite, devant, derrière. Ça existe. Où en est-on avec l'autoroute Yaoundé? Il répond déjà. PPP signé avec la Chine 1000 milliards. On est passé du PPP au gré à gré. Je te réponds pour vous dire que vous ne connaissez pas ce pays. Quand j'entends des pseudo-intellectuels venir à la télé dire que quand on organise la fête du football, un truc, on sort de chaque pays, chaque entité territoriale organise des événements sportifs. Le sport n'est plus une affaire où on court derrière un ballon. Le sport est une affaire aujourd'hui qui est devenue fonctionnement des cultures, entrée des devises. Je vais donner les exemples. Les entrées visa au Cameroun lors de la CAN. 174 milliards de francs, c'est pas quoi le Cameroun a engrangé. Lors de la CAN. Qui ça? Entrée visa. Il raconte quoi là? Entrée visa. Il a pris les chiffres. Où? Quels sont vos sources, monsieur Zak? S'il vous plaît, laissez-moi poser des questions. C'est très grave. Il ne sait pas, il faut qu'il... Révise d'abord. Restons courtois. J'ai travaillé cette question. Et même en dormant, me pose une question, je peux répondre. Non, il s'est trompé sur les chiffres. Ça peut arriver. Tu t'es trompé sur les chiffres. Bon, le chiffre, c'est lequel alors? 1,7 milliard. Ah, ok, d'accord. Donc, vous voulez l'ajouter? Oui. D'entrée visa. Selon ces chiffres. Ils écoutent les gens pour leur reprendre, pour le comprendre. 174 milliards en entrée visa, et je vais continuer à citer. C'était quoi? Monsieur, ici, écoutez-moi, vous savez, monsieur Nambélé, quand je viens à cette émission. Mais là, ce n'est plus pratique, parce qu'effectivement, on va tourner en rond. Laissez un peu qu'ils finissent, s'il vous plaît. Mais parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont rien à dire. Charles Élise, allons-y, s'il vous plaît. La CAN, il parle de la CAN. Entre la CAN passée, qui est terminée au Cameroun, et 16 jours, le Premier ministre a inauguré combien de centres hospitaliers régionaux? 8. 8. Il en a inauguré. Est-ce qu'entre la CAN passée et aujourd'hui, le plateau technique de l'hôpital général, le plateau technique de la Quintini, il faut qu'on soit clair, c'est la CAN. Comment on veut faire comprendre aux Camerounais que la CAN, ce n'est qu'une histoire de ballon? C'est ça. L'échangeur de quand tu viens de Yaoundé, tous ceux qui nous suivent à la télé savent que quand on vient de Yaoundé, de Douala, on ne n'est plus cette route longitudinale qu'on voit. Il y a maintenant un grand carrefour, appelons ça carrefour, parce que changer, on ne comprend pas. Appelons ça carrefour qui va en Simalé, qui va partout. Oui, les retombées de la canne. J'avance. Oui, les retombées de la canne. J'avance maintenant. Quand on va au bar là aujourd'hui, quand vous avez traversé au Lembe, il y a un échangeur futuriste là-bas, les retombées de la canne. Je vous donne des exemples. Et c'est comme ça ce pays. Vous avez un gars qui est au SIF, qui est estimé que l'année prochaine il va diriger le pays. Il ne sait pas qu'il y a un échangeur qui est sorti des fruits de la canne. Revenons. Et il dit au gars Camerounais pour le Cameroun que c'est le ballon, ça engage quoi? Non, il vient de vous répondre. Donc. Charles, je vais leur faire comprendre que. Oui, allez-y. Non, allez-y, parce que il ne faut pas que je vous coupe. Allez-y. Et je termine par quelque chose d'extraordinaire qui est suivi ici là. Ici, on se parle quand même beaucoup.
Je suis grand conseiller à la communauté urbaine de Douala. Tu veux les informations, demande-les-moi. On n'a pas besoin de demander. Ça doit être disponible. C'est disponible. Tu ne lis pas. Le projet témoin n'est pas un projet étatique. Il parle du tramway. Vous avez parlé il parle en anglais, c'est le vrai nom. Il arrive. Ouais, calme-toi. Je suis grand conseiller à la communauté urbaine et je parle à S-qualité. Oui, dans le tramway. C'est un projet. Donc il parle. Oui. C'est un projet de. Non, il sait qu'il a gaffé. Oui. Il sait. Demande-moi pardon, je ne parle plus de ça. Parle. Le projet témoin n'est pas un projet étatique. Le budget de l'État a été ponctionné, on a fait les crédits. Personne n'a fait un crédit sur le projet témoin. Le projet était un projet de fils Tonnet délégué du gouvernement. Ah bon, hein? Avec la ville de Bordeaux. Non. Oui. C'est l'information que je vous donne. Non. Et le projet Trémoué qui était un projet de... Mais c'est un grand conseil quand même problème, que dans l'information à Mondovision. Quand Jésus parlait, d'autres le niaient, mais il a peut-être ce qu'il avait dit. Le projet Trémoué est un projet de la communauté urbaine de Douala, avec Fils Tonnet, avec la société métropolitaine de Bordeaux et la société métropolitaine industrielle de Douala qu'on appelait la SMI au Cameroun. Ça n'a pas marché, pourquoi? Pour deux raisons. Tonnet est parti de la communauté urbaine. Et de l'autre côté, Alain Juppé est aussi parti de l'autre côté. Tous les Camerounais qui vont à Bordeaux aujourd'hui savent qu'il y a une ligne de tramway à Bordeaux qu'on appelle Douala. C'était ça, l'une des premières choses à poser entre les deux. Ça n'a pas marché parce que les deux sont partis. Maintenant, l'ambassade qui arrive surfe sur le même projet, mais avec le projet Bus Rapide Transfert BRT. Et il a réussi à avoir 356 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Études techniques terminées, indemnisation. Bon, listing, c'est-à-dire sensibilisation et indemnisation terminée, on passe désormais à la phase de paiement des riverains qui seront impactés par ça. Quelqu'un va parler de mobilité, pas la mobilité qui sera effectuée. Effectivement, le nouveau préfet qui a été installé aujourd'hui a déjà lancé un communiqué pour la réunion dès lundi de tous les riverains impactés par ce projet qui viennent voir si ce qu'on dit qu'on va leur donner. Après étude, c'est ça. C'est la réclamation, on les fait. C'est des gens qui vont beaucoup de choses. Merci, oui, merci. Vous avez bien éclairé. Il nous reste à peine 10 à 15 minutes et je voulais qu'on soit dans la projection sur le Cameroun de demain. Après, effectivement, cette hausse, comment est-ce que vous le voyez et comment est-ce que les Camerounais doivent s'y prendre? Je voulais vraiment qu'on soit speed là-dessus et qu'on essaye un peu d'aider ceux-là qui nous regardent à plus ou moins, je ne voulais pas dire avoir des astuces, mais au moins avoir des éléments psychologiques pour affronter la vie chère. J'ai cité ici l'étude du FMI 2023. J'ai cité ici le rapport final de la dernière réunion des ministres de l'économie de la sous-région. J'ai cité ici le dernier rapport de la Banque africaine de développement. Et j'ai cité ici la prochaine Assemblée générale de l'ONU qui arrive. C'est une tendance générale internationale. Tous les pays africains qui ont des rapports plus ou moins contractuels avec les bailleurs de fonds internationaux vont passer par là. Les bailleurs de fonds internationaux estiment que vous ne pouvez pas être à leur porte. Vous avez besoin d'argent pour financer vos infrastructures et vous continuez à subventionner ce qui n'a pas été subventionné. Ça, c'est deux. Deuxième chose, il y a maintenant à trouver les mesures palliatives qui pourront faire que lorsque la maman qui va au marché trouve que ça a augmenté, on appelle les effets secondaires induits et néfastes. Exactement. De l'augmentation des prix. Comment est-ce que l'État a trouvé des solutions pour alléger ça? Mais c'est quoi ces solutions? D'où les causeries. Mais voilà un syndicaliste des transports moto qui dit qu'ils ne doivent pas augmenter les prix. Mais les gens vont augmenter sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut donner des contrôles assidus, il faut donner des contrôles accrus. Et là, le mini-commerce, je pense, aurait fait un communiqué, je ne l'ai pas encore déjà appris, pour causer avec eux, pour voir comment on va réduire les prix. Troisième chose, que les gens arrêtent de détourner et de faire dans la corruption. Parce que l'argent qui sera issu. Mais Alphonse Saïssi Benava vous dit que ce sont vos camarades. Hein? Mais parce que quand on va il y a que les camarades dans la corruption, ce n'est que dans l'État. Dans le secteur privé, il n'y a pas la corruption. Il faut que sur les noms des gens qui sont opposants, qui sont en prison. Il n'y en a pas dans ce jeu-là. Quand il dit qu'il y a la corruption, il parle de moi, il parle de vous. Comme disait Marot, en parlant de moi, il parle de tout le monde. Exactement. Je n'ai pas cité le nom de ceux qui sont opposants, qui sont en prison pour détournement et vous. Donc, je dirais que cet argent, s'il est bien utilisé, lorsqu'il est gardé, qui serve véritablement aux besoins sociaux des Camerounais. Et je souhaite, moi qui suis élu, que l'État, c'est de l'État qui m'écoute aujourd'hui, comprenne qu'il est impératif d'associer les collectivités territoriales décentralisées, qui sont ces maisons institutionnelles élues, qui sont la proximité directe avec les populations, et qu'on leur donne les moyens, peut-être le moment aujourd'hui, pour que l'État se débarrasse définitivement à travers le transfert de compétences
transfert des moyens totalement auprès des collectivités territoriales qui ont, quand même, si on peut le dire, de par la proximité avec les populations, la solution qu'il faut pour alléger les souffrances des populations. Vous connaissez les filets sociaux? Ah ouais. Voilà une solution que l'État avait trouvée avec la Banque mondiale des filets sociaux. Mais ça marche pas si fort, hein? Parce qu'il y a beaucoup de corruption, parce qu'on dit que c'est les familles les plus pauvres, mais on donne à certains riches, et tout de suite. Donc, à ce qui me concerne, cette solution du Vieux Cameroun est d'être fort psychologiquement et pour qu'on quitte définitivement du diktat, il appelle ça du diktat, les bailleurs de fonds. 1, qu'on lance définitivement la rénovation, reconstruction de la Sonara. 2, qu'on essaie de bagarrer d'un commun accord avec notre pays à côté, notre souveraineté monétaire, qui vraiment nous garantirait du bien-être demain à travers la compensation CFA, euro, via la Banque de France, qui nous prend quand même dans toutes les transactions internationales, près de 50%. 50% effectivement. Et cet argent est beaucoup. Quand on regarde toute la sous-région, ça peut aider tous les pays de la sous-région à véritablement décoller. Et c'est là le vrai combat, sortir définitivement du franc CFA pour notre souveraineté, indépendance monétaire. Et si on était rassemblés, j'aurais applaudi Charles Elisa. Allez, Alphonse, ici à Bénin, qu'est-ce qu'on peut dire aux populations qui nous écoutent? Parce que là, quand même, il ne faut pas seulement qu'on soit dans la société du constat, à taper de gauche à droite. À un moment, quand même, ils veulent entendre des choses. Mais de cela, par exemple, de la société civile. Pour entendre des choses, il faut la sincérité en face. Vous ne pouvez pas dire aux gens... Mais Charles Élise, je pense qu'il a été tout à l'heure... Non, je parle des dirigeants. Vous ne pouvez pas dire... dans des jugements de valeur. Vous ne pouvez pas dire aux gens de retrousser les manches. Vous leur avez promis le bout du tunnel. On ne sait pas si c'était l'entrée ou la sortie. Ils sont toujours figés à l'entrée du bout du tunnel. Ça dépend de quel bout tu es, toi. Mais nous sommes toujours à l'entrée parce qu'on voit rien. Tu as fait philosophie en milieu de la caverne. Vous voyez comme il coupe, non? C'est pour dire quoi? Les Camerounais, nous sommes quittés de pays fiers à pays pauvres, très endettés. On a même annulé notre dette. Mais nous sommes retombés comme des gloutons dans un endettement tout azimut qui nous rattrape aujourd'hui. À quoi a servi ces fonds mobilisés? C'est ça le problème. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est ceux-là qui ont mal utilisé ces fonds qui demandent aux Camerounais de faire des sacrifices. C'est incroyable. Raison pour laquelle nous disons cette résilience a des limites. Ventre affamé n'aura point d'oreille bientôt. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les émeutes de 2008. Nous voulons la paix dans ce pays, mais affamé, vous ne pouvez pas parler de paix. Ça va engendrer l'insécurité. Les fonctionnaires ont quel salaire? On a coupé les salaires des enseignants. On était fiers d'avoir des parents enseignants les années 90. Ils touchaient les 500 000 francs CFA. Tout le monde était fier de vouloir pratiquer ce métier. Aujourd'hui, que sont devenus les enseignants? Clochardisés, endettés. On n'arrive même pas à payer ce qu'on leur doit. 500 000 au Cameroun. En quelle année? Vous voyez, il me coupe encore. Non, quelle année? Caracolais, quand vous êtes l'indice supérieur à 482 000. Supérieur à primaire, secondaire. Permettons, quel enseignant au Cameroun de quel secteur a touché 400 000? Les téléspectateurs. Moi, tu es enseignant. Mon grand-père a été enseignant. De quoi? Et j'ai vu ça. Quel secteur? Primaire, secondaire? S'il vous plaît, c'est moi qui pose la question. Non, primaire, secondaire, universitaire. Il n'est pas aussi en même temps obligé de répondre à ça. Quand on est enseignant, on est enseignant. La catégorie socio-professionnelle le regarde. Non. Enfin, ton grand-père touchait 500 000 par mois. Il enseignait quelle salle de classe? Mais là, maintenant, on va mettre des ordres sur le plateau, s'il vous plaît. De grâce. On a ponctionné ce salaire. Alphonse. Il y a eu dévaluation. Ça veut dire des dégringolades de 100% des revenus des Camerounais. Catégiste. Charles Elisan, merci. Tout a flambé. Et on demande encore à ces Camerounais. Surtout qu'en retour, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Les salaires sont restés statiques. Faux. On fait 15% d'augmentation des salaires dans le... Ça, c'est écrit. 15% d'augmentation. C'est écrit. Charles Elisan. Et lancement... Non. Il faut dire la vérité, il faut faire ça. Il est de la société civile qui dit la vérité que le gouvernement, la première mesure que le gouvernement prend, c'est augmenter le salaire des fonctionnaires de 5% et engager les discussions via le ministre du Travail. 15% pour le SMIC, il faut bien le dire. Non, ça c'est pour le privé, laissez-moi parler. Mais il raconte bien la parole, je ne l'ai jamais coupé. Et pour le SMIC, il faut travailler pour augmenter. Merci. Il ne sait même pas ce qu'il dit, fonctionner agent de l'État. Aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent dans les ministères. Est-ce qu'on peut revenir dans certaines disciplines, Charles Elisan, s'il vous plaît? Ce sont tes camarades qui vont se moquer de toi. C'est pour dire que tous ces Camerounais
se sont donnés à fond, ont accepté toutes ces injonctions venues de ce régime en disant retroussez les manches, remettez vos travail, mais en retour, regardez le train de vie de ce personnel d'État, surtout ces hauts fonctionnaires. Regardez leur train de vie. Vous avez des sous-préfets, des ministres qui ont moins de 500 000 francs de salaire de base, mais qui roulent dans des véhicules de 100 millions. C'est de la gabégie. C'est de la gabégie. C'est ce que nous demandons, de réduire le train de vie de l'État. Surtout qu'il y a des villages qui n'ont pas d'eau potable à Garoua, à Kousséri, à Kolofata. Donc, mais on préfère aller construire une villa à 2 milliards au président du Conseil économique et social. Il rapporte quoi? Cette institution rapporte quoi à notre pays? Cette institution depuis plus de 40 ans. Dites-moi, voici Zan qui est là. Quels sont les faits d'armes de cette institution? Non, merci. Qui n'existe nulle part. C'est pour dire, moi je suis présent sur ce plateau. Dis-moi où est-ce que le président du Conseil économique et social a pris la parole, a fait même une conférence de presse. Depuis 40 ans qu'il est là. C'est pour vous, je ne reçois aucun centime de l'État. Donc c'est pour dire que le gouvernement camerounais, à l'heure actuelle, doit prêcher par l'exemple, sinon ces injonctions vont tomber dans les oreilles de sourds. Et beaucoup d'organisations socio-professionnelles annoncent déjà des mouvements d'humeur. Vous avez vu les enseignants, vous avez vu les transporteurs routiers, les associations de consommateurs, les hommes politiques. En face, on ne pourra pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, donc au gouvernement de revenir vers des bons sentiments et ramener véritablement ce prix à la baisse et réduire son train de vie et de cesser cette insolence. Merci. Allez, Marcel Tadjeu, j'espère que cette fois-ci vous allez quand même laisser Marcel Tadjeu s'exprimer et parler aux populations et aux citoyens, s'il vous plaît. Merci. Et en passant, je vais faire comme il a fait ici, me relance, je le coupe. Non, il ne va pas vous relancer. Okay. Allez, Marcel Tadjeu, qu'est-ce qu'on peut dire à ces populations qui nous regardent ce soir? D'abord, je voudrais leur promettre quelque chose. Hein. C'est peut-être cynique, mais je vais leur promettre cela. Si vous accordez 10 années supplémentaires en ayant effacé même l'ardoise de la dette du Cameroun, vous laissez le système tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, je vous assure que 10 années après, nous retomberons exactement dans les mêmes travers. Parce que le problème, il est systémique, monsieur Onambeli. Le Cameroun, dans sa structuration, ne peut que sécréter la mauvaise gouvernance. J'appartiens à un parti politique qui pense que le Cameroun a besoin d'une réforme en profondeur. J'ai entendu tout à l'heure implorer les moyens qui devraient venir accompagner la décentralisation. Mais je voudrais dire à mes compatriotes que la décentralisation au Cameroun est un projet mort-né. De janvier 1996 à aujourd'hui, on en est encore à des balbutiements. Vous pensez que c'est un projet sérieux, ça? J'invite les compatriotes à comprendre que nous avons besoin d'une réforme structurelle de notre pays, de telle enseigne que la bureaucratie, la lourdeur bureaucratique ne bloque plus les projets comme c'est le cas au Cameroun. L'une des faiblesses du système tel que nous l'avons aujourd'hui, c'est que même lorsque les moyens existent, l'efficacité dans l'action gouvernementale est un problème parce que la machine est lourde. La bureaucratie très centralisée fait en sorte que le citoyen lambda, le bensikina qui aurait des chaussées de votre immeuble là, ne ressent pas les bienfaits de la dette même quand elle est contractée. Exactement. Nous sommes porteurs d'un projet fédéral pour le Cameroun. Le projet fédéral que le SDF porte pour le Cameroun est un projet qui viendra restituer le pouvoir au peuple, qui en réalité est le propriétaire légitime de ce pouvoir-là. De telle enseigne que, M. Onambele, lorsqu'il y a un emprunt, que chaque segment territorial qui a élu son maire ou bien son gouverneur d'État fédéré reçoive sa part pour gérer ses populations et les besoins de base de sa population directement au niveau où les besoins se posent. Que pour construire un dispensaire à Kolofata, comme l'a cité M. Aïssé tout à l'heure, ou bien à Ngelmendou Kao, à Babalance, dans le nord-ouest là-bas, qu'on n'ait pas besoin qu'un ministre de la Santé, là-bas sur les hauteurs du Mont Fébé, signe un décret pour cela, mais que la Constitution confère à l'autorité et légitimement
représentatif des populations, parce que élu par ces populations-là, que la Constitution lui confère dans les moyens et les prérogatives. Qu'il y a plus de décentralisation. Qu'il y ait le fédéralisme. C'est deux choses. Ok, d'accord. C'est Camerounais qui choisit. Vous comprendrez donc que je sois en difficulté pour leur suggérer quoi que ce soit dans ce carcan dans lequel nous sommes. Parce que c'est difficile d'articuler quoi que ce soit dans un appareil qui est devenu inopérant comme celui qui dirige le Cameroun actuellement. Donc je les invite, les compatriotes, à un sursaut d'orgueil pour que enfin on ait à la tête du Cameroun un parti politique, un système qui propose une façon de faire différente. Une façon de faire dans laquelle leur avis sera compté parce qu'ils deviendront les acteurs du jeu et non plus les spectateurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Allez, merci à vous Marcel Tadjeu, merci à Charles Élise, hein, vraiment, grand merci. On a eu beaucoup d'éclairage grâce à bien évidemment, vos documentations qui nous a faut pas beaucoup aidé. Merci et à la prochaine, Charles Élise. C'est quand vous voulez, c'est quand je suis disponible, tu vous dis. Et j'ai dit au Camerounais que Kamnan était maire à la 3e, on l'a chassé. Wafwa diriger la liste consensuelle de la position, ils n'ont eu aucune voix. Dans votre fédéralisme là, pour poser le Cameroun, le moment venu, vous allez en parler. Mais c'est ça qui parlait, que les Camerounais est dans ce succès de 3 heures. Oui, dans ce succès de effectivement, pour qu'il y ait autre chose. Merci à vous, Alphonse Aïssi Abenard. J'espère que les militants du RDPC vont payer le livre de super à 500 francs. En tout cas, allez, merci Marcel Tadjeu. La politique est impersonnelle et j'invite mon vis-à-vis à parler des idées et non citer des personnes. Bonne soirée. Allez, merci à vous, chers Lérisons, merci à vous, chers téléspectateurs. Et c'est vrai qu'on avait une deuxième thématique, mais vu effectivement le temps qui nous est imparti, je n'aime pas souvent prononcer ce mot, mais on a aussi commencé avec un petit retard ce jour. Je vous dis mille excuses pour cela. On va s'y atteler pour être plus accru et surtout très très pointilleux la semaine prochaine. Merci à vous, chers téléspectateurs. La semaine prochaine, nous serons de nouveau face à vous. Au revoir.